Bonsoir, cher Tidiane Diao. L'invité du 20h, le premier directeur de cabinet du président Macky Sall, ancien ministre Abdoul Aziz Mbaye. Bonsoir. Bonsoir, Mahmoudou. Question d'actualité, d'abord les écoles Yavuz Selim. Le président de la République s'est prononcé pour la première fois sur ce sujet. C'était hier. Il dit que le changement de gouvernance a été décidé à la suite de la demande du gouvernement turc, de son homologue Erdogan. Faut-il vraiment tourner la page de ces établissements Yavuz Selim tels qu'on les a connus jusque-là? Pas du tout, Mahmoudou. Mahmoudou, il nous faut revenir à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les relations internationales. Elles relèvent de l'unique responsabilité du chef de l'État. Les gens ne le savent pas peut-être, mais quand un nouvel ambassadeur est accrédité auprès du Sénégal, il n'est pas accrédité auprès du gouvernement sénégalais, auprès de la République du Sénégal, il est accrédité auprès du président de la République du Sénégal. C'est la première manifestation de l'importance stratégique du rôle du président de la République dans la définition des relations internationales. C'est son domaine réservé, mais certains ont le sentiment que les intérêts des élèves ont été sacrifiés. Mais pas du tout, j'y viendrai. Je veux dire simplement que d'abord, partons du début. Il est responsable des relations internationales du Sénégal avec l'ensemble des pays du monde. Maintenant, la Turquie est un acteur très important. Et le Sénégal ne peut pas partager nécessairement la même position que la France, ni la même position que l'Allemagne, ni la même position que les États-Unis. Je vous donne des pays africains ont refusé de fermer ces écoles. Hein. Je vous donne un exemple. Oui, mais on est bien d'accord, des pays africains ont refusé de fermer ces écoles. Chaque pays doit définir selon ses intérêts propres. Le Sénégal a défini sa position selon ses intérêts propres. Et pour vous dire, on ne peut pas avoir la même position que l'Allemagne ni la France, parce que l'Allemagne... Il y a des pays africains aussi. Oui, mais je suis en train de vous dire, le Mali a fait une approche que le Sénégal n'a pas adoptée. Le Maroc a fait une approche que le Sénégal n'a pas adoptée. Le Mali a tout bonnement transféré les biens de Beshkent à Marif. Oui. Mais ça, c'est une confiscation d'un bien de quelqu'un. Le droit de la propriété est important dans un pays. C'est ce que l'État sénégalais a tenté également, non. La deuxième chose, oui. Le Maroc a décidé tout simplement, tout bonnement, de fermer les écoles. Oui. Le Sénégal n'a pas fait ça. Le Sénégal a choisi une voie qui concilie deux impératifs. L'impératif de respecter nos engagements internationaux, et ces engagements internationaux, ne l'oubliez jamais, un traité international comme un accord international transcende les lois nationales en général. Mais ici, il n'y a pas de traité. Attendez, j'arrive, mais les principes sont importants. Ouais. Je n'ai pas été diplomate de l'Union européenne pendant 20 ans au niveau international pour ignorer cela. La deuxième chose importante, c'est de protéger les intérêts des populations sénégalaises en général, des 3500 élèves en particulier, oui. Des 700 enseignants sénégalais en particulier aussi. Parlons-en. Dans quelle mesure leurs intérêts ont été protégés? Leurs intérêts peuvent être protégés par une distinction d'abord de la question concernant la pédagogie. Les 15 écoles Yavuz Selim ont démontré une performance dans ce pays que nul ne saurait ignorer. Il faut continuer cette approche pédagogique, il faut continuer cette approche de formation de nos enfants, etc., avec autant de succès qu'ils ont eu. En nommant un proviseur sénégalais, ça c'est une manière simple de détacher les enfants de cette problématique.
on nomme un proviseur sénégalais qui s'occupe à continuer la tradition de l'école, les méthodes de l'école, ce qui a fait le succès de l'école. Pourquoi la reprise des écoles? Oui, terminé. Et la deuxième chose, c'est de distinguer ça avec les questions de l'actionnariat. L'actionnariat, maintenant, on a un engagement. Et je trouve, d'ailleurs, à la limite de l'acceptable, qu'on soit obligé de pousser un président de la République à parler des questions de relations internationales en public comme ça. Ouais. Parce que et devant la secrétaire générale de l'OIF. Est-ce que le moment a été approprié? Les relations internationales sont son domaine réservé. Et il doit simplement faire tout pour protéger les intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Et il l'a fait. En quoi la reprise de ces écoles Yavuz Selim par des Sénégalais à travers Yavuz Selim et ça devrait-elle gêner le gouvernement? Et ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Ah oui, ça, manifestement, c'est le cas. Non, ça ne gêne pas le gouvernement sénégalais. Oui. Peut-être qu'il y a un manque d'explication, mais il faut être clair là-dedans. Le fait d'avoir un actionnariat sénégalais avec des gens qui ont une belle expérience de création d'écoles, de performance, etc., peut être acceptable au niveau du Sénégal. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Ce que je dis, c'est que changer l'actionnariat permet de nous conformer à nos engagements internationaux. Et notre engagement international, je vous ferai savoir simplement, Mamoudou, quand il y a quelques semaines, on a arrêté 2 terroristes djihadistes étrangers sur notre territoire, à l'entrée de notre territoire à Rosso, c'était basé sur des renseignements qui étaient fournis par la Turquie. Et nous, on a des engagements avec ce pays qui porte sur des intérêts vitaux de ce pays et il faut mettre ces intérêts nationaux, pas corporatistes, pas partiaux, etc. Il faut les mettre avant tout. Et c'est quoi que c'est ce qui a été fait par Vous avez parlé de terrorisme, on vous suit sur ce terrain. Est-ce qu'on reprocherait à Bachkent des activités terroristes, djihadistes? Ce que je vais vous dire, Bachkent est une association formée ici pour faire de l'éducation au Sénégal. Mais remontons. La Turquie, avant même le coup d'État de juillet 2015, a posé la question, le problème du fonctionnement des organisations de Fethullah Gülen au niveau national et au niveau international. Et ils ont demandé à beaucoup de leurs partenaires de faire cesser ces activités-là, chez eux. Quand il y a eu maintenant le coup d'État, ça a renforcé le problème. Et ce problème-là, c'est un problème d'intérêt national. Quand un État frère vous demande d'agir pour faire cesser les activités d'une organisation et vous donne les preuves. Ah oui, des preuves ont été rapportées. C'est pas parce qu'on accuse quelqu'un d'avoir fait un coup d'État qu'il l'a réellement fait aussi. Oui, vous croyez que l'État sénégalais prendrait des mesures sans demander à ses interlocuteurs étrangers des indications précises, des informations précises qui permettent d'étayer les positions défendues. Mais l'État sénégalais est un État responsable, souverain. Le chef de l'État, il n'y a personne qui soit plus nationaliste que lui, qui aime ce pays-là autant que lui. Mais il n'y en a personne. Il faut arrêter de donner des indications, des invectives sur les gens sans une preuve de faiblesse. Il n'y a eu aucune preuve de faiblesse dans cette histoire. Ça a été traité de manière responsable au niveau des relations internationales. Ça a été traité de manière responsable au niveau de la gestion du bien-être et de l'avenir de nos enfants. Mais surtout, ça a été géré pour essayer d'extraire de l'actionnariat et de ceux qui possèdent les 15 écoles Yavuz Selim au Sénégal, faire de telle sorte qu'aucun représentant, aucune organisation représentante des intérêts de Fethullah Gülen puisse être présente dans ces actionnariats. Ça, c'est quand même clair comme approche. Passons à un autre sujet, parce que ce n'est pas quand même le seul de cet entretien. Le débat sur un 3e mandat du président de la République refait surface. Première sortie du professeur Babacar Gueye, professeur de droit constitutionnel. Il y a Jacques-Marie Elzouanke qui a également appuyé sa thèse. Réaction du ministre de la Justice, qui est également un professeur de droit constitutionnel, Ismaël Madior Fall, qui dit impossible puisque la Constitution est claire sur ce point. Quel est votre sentiment sur ce débat? Mon sentiment, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on peut toucher à une constitution à chaque instant. Quoique,
crois que si on se réfère à un modèle de démocratie que sont les États-Unis d'Amérique, pour la question de la durée du mandat et la question du nombre de mandats aux États-Unis, il a fallu quand même 22 amendements pour arriver à clore le débat sur cette chose. Donc, une constitution évolue, une constitution avance, mais pas tous les 6 mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, il faut savoir que toute discussion sur la constitution au Sénégal a une histoire. Vous vous rappelez qu'il y a eu ici les assises nationales. Et il y a des gens qui s'arc-boutent, aujourd'hui encore au Sénégal, sur les conclusions des assises nationales. Et ces gens s'arc-boutent malgré le fait que le peuple sénégalais se soit prononcé à 2 reprises sur cette question. Je prends le premier exemple. En 2012, lors de l'élection présidentielle, les conclusions des assises nationales étaient portées par 2 candidats qui n'ont pas été élus. Première décision du peuple sénégalais. La deuxième chose... En l'occurrence, je crois que Benno Siggil Sénégal était porteur de ça. Je crois aussi Benno Tanor c'était porteur. Moustapha Niasse et Ousmane Tanor. Voilà. Oui. Donc, mais ils n'ont pas gagné. Ça veut dire que le peuple sénégalais s'est prononcé. Parce qu'ils ne se sont pas entendus non plus. Non, je n'entre pas dans la politique. Oui, mais vous êtes en train d'émettre des hypothèses. Non, je n'émets pas d'hypothèses. Je suis en train de dire des faits. Oui. Ils ont été candidats, ils ont porté ces conclusions. Ces conclusions n'ont pas été votées de manière majoritaire par le peuple sénégalais. Oui. Deuxième chose. Mais le candidat Macky Sall, entre les 2 tours, a signé la charte de gouvernance des assises nationales. Oui, c'est pour ça qu'il a pris aussi, immédiatement après d'avoir été élu, l'initiative de mettre en place une commission nationale, et c'est ce que je voulais dire, une commission nationale dirigée par le même président que le président des assises nationales. Donc on est arrivé à ça. Et troisième niveau dans cette chose, le référendum de 2016 a donné clairement 63% le vote sur les réformes qui étaient proposées. Oui. On a donc une constitution aujourd'hui qui est tout à fait acceptable, qui est tout à fait comme il faut. Mais quand des gens soulèvent un détail technique, un point technique, un point qui peut avoir son importance. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel. En revanche, je sais que ce soit Zouanke, que ce soit le ministre Madior Fall, que ce soit le professeur de droit Gueye, ces gens se connaissent. Peut-être que M. Gueye, au lieu de venir à la télévision, avec vous d'ailleurs, c'est à la radio, à la radio, avec vous d'ailleurs, dire, soulever un lièvre qui pouvait donner une indication qu'il y aurait un plan ou quelque chose fomenterait, le pouvoir fomenterait quelque chose pour le futur. Il ne l'a jamais dit. Mais d'accord, il n'a pas dit. Mais l'effet était là. Bon. L'effet est là. Bon. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, un problème technique doit être résolu par des techniciens dans la discrétion avant de soulever un problème national. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser la chose telle qu'elle? Non, ou est-ce qu'il est possible d'agir sur la Constitution? Toute question soulevée en démocratie doit être traitée avec lucidité, sérénité et calme. Oui. Il faut que ces scientifiques aillent discuter en dehors des médias. Discuter ne veut pas dire changer ceci ou cela. Ça ne veut pas dire incriminer celui-là ou celle-là. Discuter, ça veut dire une discussion scientifique pure entre eux et jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain d'entente. Si les scientifiques ne s'entendent pas sur un problème technique aussi complexe, comment voulez-vous que la population... Ce n'est pas nouveau, mais il y a aussi la responsabilité du président de la République. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais le président de la République, si un problème est réellement posé, comme tous les problèmes qui se posent au Sénégal, quand un problème est réellement posé, il trouvera les moyens de s'informer, de demander à ses conseils de lui dire ce qu'il en est et de voir comment procéder. Ça relève de lui. C'est sans le Conseil constitutionnel, par exemple. Mais pourquoi nécessairement le Conseil constitutionnel? C'est une question. Moi, je vous donne une réponse aussi. Oui. Le Conseil constitutionnel a certaines questions. L'intelligence de ce pays a d'autres questions. Mais sauf que le Conseil constitutionnel a toujours été saisi quand il y a un débat de cette nature. Bien sûr, mais on n'en est pas là. Le débat... Mais écoutez, un professeur d'université pose un problème technique et vous voulez soulever tout le monde entier.
Mais il faut arrêter ça. Il faut que d'abord que les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, j'en suis pas sûr. Certains le pensent, d'autres non. Certains le pensent, d'autres non. Très bien. Dialogue politique. Fin de non-recevoir des deux principales forces de l'opposition, la coalition gagnante. Tort. La coalition gagnante, permettez que je termine, de Maître Abdoulaye Wade et Manko Taxawu Sénégal, des opposants toujours braqués contre l'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur, malgré le changement de titulaire au poste. Que faudrait-il faire pour lever le blocage? D'abord, c'est un tort pour une opposition dans une démocratie de refuser le dialogue. Une opposition peut poser des conditions à sa participation. C'est ce qu'elle a fait, non? C'est ce qu'on doit comprendre. Quand on entend le président Wade, qui est un homme subtil et intelligent, il a effectivement insinué des conditions à sa participation. Mais ouvrons le débat. Vous savez, vous ne pouvez pas commencer un débat en récusant votre interlocuteur d'en face. On discute toujours avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est ça le dialogue. Si on était d'accord sur tout, ce serait simple. Maintenant, on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut que le ministre de l'Intérieur soit changé, il faut que le ministre de l'Intérieur ne s'occupe pas des élections. C'est la demande de l'opposition. Mais cette demande-là est-elle raisonnable? Vous savez, à travers le monde... il y a une jurisprudence sur cette question quand même, hein? Aussi bien du temps du président Wade que du président Diouf. Oui. Il y a la neutralisation qui a été adoptée par le président Diouf, oui, en mettant un homme, entre guillemets, neutre, sur la tête de l'administration chargée des élections. Neutralisation. Il y a eu effectivement l'externalisation qui est de mettre l'ensemble des activités et opérations liées aux élections dans un ministère délégué technique qui peut-être est sous le ministère de l'Intérieur, mais est un ministère relativement autonome. Et ça s'est passé les deux. Mais le président Macky Sall peut inventer d'autres choses. La facilitation, j'en ai parlé en Wolof l'autre jour. La facilitation, c'est quoi? C'est quelque chose qui est entre la neutralisation et l'externalisation et qui permettrait peut-être de mettre les gens à travailler tout de suite sur deux choses. Un calendrier de ce qu'il y a lieu de faire jusqu'aux élections et un ensemble des livrables, c'est-à-dire des résultats à obtenir d'ici les élections pour que tout le monde puisse voter le jour de l'élection, oui, et que l'élection se tienne d'une manière transparente, claire et nette pour les gens. Au Sénégal, on ne peut plus, oui, trafiquer des élections. Soyez plus précis sur la facilitation. Que vous voulez dire un médiateur? Non, la médiation, un monsieur dialogue politique? Oui, pourquoi pas? Ou madame, hein? Ou madame oui, dialogue politique. Oui, quelqu'un, oui, les dames comprennent le sens de ma question. Ne me mettez pas mal avec nos dames. Madame, bien sûr. Oui. Et je dirais, quelqu'un qui se met au bout de la table, qui aurait à sa droite le gouvernement, qui aurait à sa gauche, mais quelqu'un mandaté par le chef de l'État. Très bien. Par exemple. C'est une idée. Mais je vous donne, c'est une idée que je donne. Mais il y a 1000 idées entre la neutralisation et l'externalisation. Il y a 1000 idées qu'on peut adopter. Et j'ajouterai une dernière chose. La facilitation a été utilisée en Afrique du Sud dans les années Mandela pour éviter que les Noirs s'en prennent aux Blancs à l'époque, avec la Truth and Reconciliation Commission. La facilitation a été utilisée en Guinée depuis des années pour éviter les affrontements entre les ethnies. Comment on appelle ça? La facilitation a été aussi utilisée dans le Pacifique, dans différentes conditions difficiles. Mais ici, on n'en est même pas là. On peut arriver à dialoguer. Il faut dialoguer tout azimut. Très bien. Piste de réflexion. Enfin, la culture sénégalaise, vous avez été ministre de la Culture. Est-ce que ce département important ne souffre pas de ce qu'on pourrait appeler son instabilité ministérielle? Beaucoup de ministres de la culture. Je dirais vraiment quelque chose. Moi, le jour où j'ai été nommé ministre de la Culture, quand le président m'a appelé, et c'est rare quand je parle de discussion avec le président, ça ne se fait pas, il m'a noté l'importance du ministère de la Culture. Je sais que du fond, dans sa vision, c'est là, c'est important. Mais je crois que la politique de la culture et le ministère de la Culture n'a jamais eu les moyens qu'il faut pour faire une politique à la hauteur
de l'enjeu de la culture dans une démocratie. Le parent pauvre, alors qu'elle devrait être au début mais vous vous rappelez et à la fin. Vous vous rappelez du temps de Senghor, vous allez citer Senghor, développement. Mais lui, oui. Dans son gouvernement, dans un de ses gouvernements, le seul ministre d'État fut le ministre de la culture. Si je ne me trompe pas, c'était M. Hassan Sey. Et l'importance de la culture pour notre identité, pour notre fierté, pour notre capacité de prendre en charge nos propres problèmes, pour notre émancipation dans l'avenir, ça c'est important et devrait entrer au premier plan de politique nationale que nous avons. Merci. Abdoul Aziz Mbaye, vous êtes ancien ministre de la Culture, ancien directeur de cabinet du président Macky Sall. Une pensée pieuse ce soir pour Déguène Chimère Diallo qui nous a quittés il y a 1 an. Nous prions pour le repos de son âme, que le Seigneur l'accueille au paradis. Merci de nous avoir encore regardés. C'était une femme de culture, n'est-ce pas? Oui, une femme d'élégance aussi. Absolument. Moi, j'ai eu à la regarder beaucoup et je trouve qu'elle était élégante. Et cette élégance-là traduit aussi un aspect de notre culture. Merci. Excellente soirée avec nos programmes. Excellent week-end. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah.